Yes, we care. Bienvenue dans Yes, we care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti! Cet épisode a été rendu possible grâce à notre sponsor WeMind. WeMind, c'est une mutuelle 100% digitale qui va devenir votre meilleur allié pour prendre soin de vos employés. Comment ? D'abord en apportant les meilleures garanties pour vos salariés. La mutuelle rembourse au maximum autorisé par la sécurité sociale et elle inclut tous les besoins de santé spécifiques comme l'optique, le dentaire, même la médecine douce. Deuxièmement, ils sont ultra rapides. Ils réalisent 92% des remboursements en moins de 24 heures. Et enfin, ils proposent des tarifs ultra compétitifs. Ils ont en effet une politique du prix juste, c'est-à-dire qu'ils calculent leur prix pour être équitable pour tous. Moi, en tout cas, j'ai testé pour vous et mon équipe était absolument ravie. Ce qu'ils avaient adoré, en plus de tout ce que je viens de vous partager, c'est le comité d'entreprise qui est inclus dans l'offre WeMind. On y retrouve des réductions sur des milliers d'activités, des achats et des loisirs. Je trouve que c'est un vrai plus quand on est dirigeant de PME pour rivaliser avec les avantages des grands groupes. Et évidemment, je les adore et je les recommande parce que tout dans leur démarche respire la philosophie du care. Leur culture d'entreprise, leur management porté par leur fondateur Inde Michael et leur engagement sociétal puisqu'ils reversent une partie de leurs bénéfices auprès d'associations. WeMind, c'est donc un choix éthique, malin et judicieux pour vous et pour vos salariés. Yes, WeMind. Bienvenue Thierry dans Yes, We Care. Merci, bonjour. Bonjour, je suis trop contente que tu sois parmi nous parce que je me demande si d'ailleurs c'est pas l'écoute de ton podcast, de l'épisode que tu as fait dans le podcast Génération Do It Yourself que j'ai eu envie en tout cas de lancer Yes, We Care. Donc tu vois, ça a été un déclic pour moi. Et en plus, je suis d'autant plus heureuse que tu es du Nord et qu'en fait j'ai découvert sans le savoir, j'ai découvert qu'on était liés indirectement et que voilà, tu connais ma marraine donc que j'embrasse parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu avoir ton numéro. Donc merci Ariel pour ça. Et voilà, donc Thierry, en quelques mots, donc tu as été le patron de Clinitex. À chaque fois je vais dire tech, je pense, je suis désolée, déformation. Clinitex, donc qui est une entreprise de nettoyage que tu as revendue à ton fils. Tu es l'auteur du livre Bienvenue chez les fous que je recommande chaudement et vivement. C'est vrai que quand on lit, on a le sentiment que tu as toujours managé avec ton cœur. Et d'ailleurs, tu as une phrase qui illustre vraiment ce que je cherche à faire avec mon podcast et mon entreprise Humanside. Le bonheur, c'est très rentable. Voilà. Bon, ça, c'est une petite intro, mais j'adore. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer, qui tu es et pourquoi tu as créé Clinitex, etc. Je m'appelle Thierry Pic, j'ai 67 ans, marié avec Catherine depuis 42 ans, avec grand bonheur. 4 enfants et 8 et bientôt 9 petits-enfants. J'ai piloté l'entreprise pendant 42 ans et mes passions sportives ont été pendant 40 ans la moto tout-terrain. J'ai fait plusieurs Paris-Dakar en moto et mon fils Charles prend le relais. Il va bientôt faire le Paris-Dakar aussi. Et donc voilà mes passions. Puis je suis sonneur de cornemuse écossaise. Oui. Et j'ai arrêté parce que ça m'a fait perdre tellement d'amis que j'ai préféré. D'accord, ok, génial. Alors j'ai dévoré ton livre. Hein, ce qu'on se disait un peu en off, c'est que moi j'adore quand on mêle management et humour. Et là c'était facile, c'était un bonheur parce que je me suis marrée en fait à chaque fois dans ton livre et en même temps on apprend plein de choses. On apprend, c'est un peu la devise du podcast que c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. J'adore le côté bon sens paysan de toute ton approche. T'essayes et puis au pire ça marche, c'est un peu ça, et puis tu le fais en très grande transparence. D'ailleurs, tu es l'auteur de cette phrase magnifique de naturisme managérial que j'adore aussi. Je te propose je vais te partager moi des choses qui m'ont marqué et qu'on rebondisse là-dessus. Tu parles, t'as un chapitre sur le pouvoir et la direction.
Je pense que c'est, si tu veux, moi avec le Yes We Care, on essaye de développer, de diffuser l'envie d'un management par le care, par le prendre soin des autres et de soi aussi. Mais à chaque fois, ça revient toujours, tu vois, cette notion de pouvoir, d'ego également, d'autoritarisme, etc. Enfin, de hiérarchie. Enfin, c'est que des choses très mêlées. Et à un moment, tu nous dis que t'as compris que tu n'étais pas un homme de pouvoir. Et est-ce que je me pose la question de est-ce que c'est possible d'être dans le care et d'avoir un gros ego? Est-ce que c'est possible aussi d'avoir le goût du pouvoir et de pouvoir quand même et de avoir ce genre de démarche comme celle que tu as entreprise chez Cleantech ou Tex et où tu responsabilises beaucoup, t'es transparent, il y a pas beaucoup de hiérarchie, etc. Moi, ma quête, ça a toujours été la liberté. Et j'ai toujours eu le sentiment, et notamment dans mon passé scolaire chaotique, que tout ce qui était obligatoire, par principe, devenait compliqué pour moi. Et j'ai compris bien plus tard que, en fait, le mot pouvoir pouvait se lire de deux façons différentes. Soit tu regardes le mot pouvoir comme un nom commun et qui définit l'exercice de l'autorité, soit tu le regardes comme un verbe, l'exercice de la liberté. Donc quand je dis que je suis pas un homme de pouvoir, c'est vrai et c'est faux. J'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt faux parce que je suis un passionné du pouvoir faire. Et donc j'ai toujours été habité par par cette envie de faire faire. Alors peut-être que ça n'est pas qu'une envie. Je pense que derrière ça, il y a beaucoup de paresse aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé travailler. Et donc, me suis employé toute ma vie, autant que cela était possible, à ne faire que ce qui me plaisait et à confier à d'autres ce qui ne me plaisait pas, mais qui, par contre, à eux, leur plaisait. C'est l'art de la délégation. La délégation est un jeu de pouvoir. Je suis pas très à l'aise avec le mot délégation, parce que délégation, il y a une notion de se débarrasser de quelque chose, d'une confiance sous contrôle. D'ailleurs, Jean-François Zobrist, PDG, l'ex-dirigeant d'une société qui s'appelait Favi, disait laisser faire n'est pas ne rien faire du tout, mais faire en sorte que les choses puissent se faire. Et en fait, j'ai toujours eu ce goût pour créer les environnements pour que les choses puissent se faire, sans moi, autant que possible. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu expliques bien aussi dans ton livre, c'est que finalement ta philosophie managériale, elle est très, elle est issue de ton éducation et de ton intérêt aussi envers l'approche Montessori. Oui, parce que Maria Montessori, il y a quelques grandes lignes directrices dans la pédagogie Montessori, dont la première est apprends-moi à faire seul ou aide-moi à faire seul. Donc c'est de cultiver l'autonomie des enfants. C'est aussi de dire on apprend par l'expérimentation. Donc c'est dans l'action qu'on apprend, c'est dans le faire qu'on apprend. Elle a d'ailleurs cette phrase magnifique qui dit que le cerveau d'un enfant n'est pas un réservoir qu'on remplit, mais une source qu'on doit faire jaillir. Et pendant toute ma scolarité, j'ai souffert qu'on essaie de me faire rentrer de force des connaissances dont je ne comprenais ni le sens ni l'utilité. Et le système m'a broyé et n'a pas fait jaillir ma source. Et donc j'ai dû décapsuler ça tout seul au fil du temps. Et au plus l'entreprise a grossi, au plus j'ai senti cette source émerger, l'inspiration être présente. Et puis c'est lié aussi à mon histoire familiale, parce que j'ai des grands-parents et des parents qui ont été des grands héros de la résistance, qui ont des noms de rues, d'avenues, des monuments, voilà. Et j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose à rembourser au sacrifice qu'ils ont fait pour notre liberté. Ils ne sont pas battus pour la démocratie, ils se sont battus pour la liberté. Et donc, ce cadeau de la liberté qu'ils nous ont laissé, je l'entretiens amoureusement et j'interdis qu'on y touche. D'accord. Donc ça explique aussi bien, effectivement, pourquoi t'as testé tellement de choses pour donner de la liberté à tes salariés, quoi, finalement. Oui, la liberté avec un cadre. C'est-à-dire que chez Montessori, dans une classe Montessori, c'est pas le foutoir. On entend voler une mouche, c'est rangé, c'est propre, c'est souriant, c'est joyeux.
mais les règles sont strictes. C'est-à-dire que la liberté sans cadre, c'est l'anarchie. Et donc le cadre que nous avons installé chez Cleantex, c'est le fameux cadre mission, vision, valeur, raison d'être. Mais depuis peu, Édouard a supprimé dans ces 4 éléments, il a supprimé la raison d'être et il a supprimé la vision. Et il n'a gardé que 2 choses, les valeurs et les raisons d'agir. Ouais, c'est un bon point. Parce que la raison d'être, la vision, la mission et les valeurs, bien souvent, ce ne sont que des mots, mais qui n'ont de sens et d'utilité que s'ils aboutissent à une raison d'agir en entreprise. Et donc, l'enjeu d'un système de management, c'est de trouver la philosophie qui va faire que les collaborateurs vont se mettre en mouvement. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Enfin, j'apprécie beaucoup dans la démarche, c'est que tout est très orienté, enfin très très pragmatique et orienté à action. Et effectivement, c'est mon amie Béatrice Rousset qui me rappelle, il n'y a pas de raison d'être. Il faut être déjà. On a pas besoin d'avoir une raison pour être. Juste. Je reviens juste à la notion de pouvoir. Tu disais que tu supportais pas l'expression cadre supérieur. Est-ce que tu penses qu'il faut s'attaquer justement au lexique corporate finalement pour développer un management humaniste pour donner la liberté aux gens? Cette notion de cadre supérieur, j'en fais souvent une blague en expliquant que autant je comprends ce que veut dire le jambon supérieur ou le saucisson supérieur, mais c'est vrai que le cadre supérieur, je m'interroge toujours de me dire le supérieur à quoi. Alors, j'ai pas envie de m'attaquer, pour reprendre ton expression, à cette idée de cadre supérieur, parce que il y a des gens qui sont très heureux dans les systèmes verticaux, hiérarchiques, parfois politiques, et qui s'épanouissent beaucoup dans cet environnement. Mais chez nous, c'est pas possible. Personne n'est supérieur à personne, parce que on a toujours pensé que l'humilité était la qualité numéro 1 qu'on devait avoir quand on exerçait des responsabilités. Et que si on n'était pas capable d'humilité, on n'était pas capable d'exercer des responsabilités. Pourquoi ? Parce que l'humilité est le prérequis de la considération. Comment pourrais-tu ressentir ma considération si tu avais l'impression que je me sentais supérieur à toi ? Je me sens ni supérieur ni inférieur à toi. Et que la considération est le prérequis de l'engagement. C'est-à-dire quand on veut des collaborateurs engagés, il faut qu'ils se sentent considérés par l'organisation et par les gens. Bon alors, je bois du télé, hein. Moi j'ai été une grande défenseuse de la reconnaissance au travail, donc ça me parle évidemment l'impact que ça peut avoir sur l'autre, mais c'est intéressant de le voir sous ce prisme-là en fait, de se dire que c'est aussi une question d'humilité avant tout et que c'est compliqué, qu'on peut se sentir pas reconnu si justement déjà il y a un écart de je suis cadre supérieur et pas toi. Mais l'humilité est une qualité difficile à développer quand on parle de soi. Hein. Moi, j'avais un copain qui disait il n'y a pas plus humble que moi. Alors tu dis tiens, en Excel on appelle ça une référence circulaire, c'est-à-dire il y a un truc qui va pas quoi. Donc l'humilité ce sont les autres qui peuvent l'apprécier. En tout cas, ça ne se décrète pas. Non, ça c'est sûr. J'avais beaucoup aimé aussi ton analogie. Parce que tu t'expliques qu'à un moment donné, t'as eu un changement de regard sur les gens, sur ton entreprise aussi. Alors déjà, notamment un déclic autour de la confiance et de la transparence, parce qu'il y a un de tes directeurs, un de tes associés aussi qui part avec tous les fichiers de ton entreprise. Et donc tu fais le lien avec cette analogie de changement de regard sur les autres quand tu vois ton parking plein de mauvaises herbes, en se disant que finalement c'est pas déjà ça te décomplexe complètement cette idée de la personne à fuiter avec toutes les données, puisque de toute façon il s'est rien passé non plus d'incroyable après. Et puis après qu'est-ce qu'une mauvaise herbe finalement? C'est peut-être une herbe qui est pas au bon emplacement, on va dire. Il faut aussi un peu de laisser aller, et c'est ça qui te pousse à lâcher prise en fait. L'analogie que je fais avec les mauvaises herbes, effectivement, elle m'est venue d'un ami médecin, phytothérapeute passionné par les plantes, à qui je demandais une solution pour supprimer les mauvaises herbes de mon parking. Et sa réponse a été très simple. Il m'avait dit, mais Thierry, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise herbe? Il dit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Alors, à l'exception des herbes toxiques, dangereuses, des champignons, ça, il faut s'en protéger, il faut les écarter.
Il faut les identifier le plus vite possible et les laisser partir à la concurrence. Mais à ces exceptions-là, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises personnes dans l'entreprise. Il y a des collaborateurs qui sont alignés avec les raisons d'agir et les valeurs de l'entreprise. Puis il y a ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, c'est assez extraordinaire de voir à quel point le système les sort naturellement, et parfois brutalement d'ailleurs. Et donc là, les leaders doivent agir en modérateur parce que les équipes identifient tout de suite quelqu'un qui n'est pas aligné avec les raisons d'agir et les valeurs de l'entreprise. Et on est rentré dans un système holistique, tu sais, qui ressemble presque à notre système de défense immunitaire, les globules blancs qui vont éjecter naturellement les agresseurs, sans qu'on s'en rende compte. Mais on a un système de défense qui éjecte des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'agressions quotidiennes qui viennent tenter de rentrer dans notre corps et que les globules blancs rejettent. Le système de management qu'on pourrait qualifier de holistique fait que les choses, le plus souvent, se font naturellement. Oui, mais en même temps, pour qu'elles se fassent naturellement, tu as eu un rôle clé à jouer. Et c'est ce que tu expliques aussi avec ce déclic-là en disant finalement, la clé, c'est de la transparence, c'est beaucoup de communication. Ça recoupe pas mal avec les personnes qu'on a pu interroger aussi dans le podcast qui expliquent qu'aujourd'hui, le rôle du dirigeant, il est de plus en plus celui d'être d'un co-animateur ou une forme d'évangéliste, de quelqu'un qui rappelle aussi les règles, qui rappelle les valeurs, qui rappelle la mission de l'entreprise. Oui, alors, il y a un mot que tu n'as pas prononcé et qui me paraît le plus important au départ, c'est l'exigence. C'est-à-dire que chez nous, l'exigence, elle est totale. C'est-à-dire sur le respect des valeurs de l'entreprise et l'alignement avec notre raison d'être et les raisons d'agir, chez nous, c'est pas négociable. Quand tu rentres dans l'entreprise, on te partage immédiatement notre mode de fonctionnement. Et si tu te sens pas aligné, tu rentres pas. Parce que si tu rentres et que t'es pas aligné, il va falloir que tu te réalignes très vite ou que tu sortes. Donc notre système va donner l'impression que c'est le paradis, qu'il y a des petits anges qui volent dans les couloirs. C'est un système ultra exigeant parce que s'approprier la liberté, c'est bien plus compliqué que d'obéir à des instructions. Et notre système, il est extrêmement exigeant. Alors c'est vrai qu'il s'accompagne de quelques originalités, notamment sur la transparence totale, puisque chez nous, comme tu le sais, tous les résultats sont connus de tout le monde en permanence sur l'intranet. Chaque matin, tout le monde peut voir les performances d'entreprise. Les salaires nominatifs de chaque collaborateur sont sur l'intranet de l'entreprise, y compris celui du PDG, bien sûr. Les règles de versement de dividendes sont également connues de tout le monde. C'est ce que j'appelle le naturisme managérial, c'est-à-dire de tout montrer pour éviter que les autres soient obligés de s'imaginer les choses. Et c'est ce que j'aime dans l'idée que je me fais du naturisme, que je n'ai jamais pratiqué, mais ce que... je sais pas, on aurait peut-être un scoop si tu veux sur ce podcast. En fait, moi, j'aimerais bien, mais mon épouse ne se sent pas à l'aise avec ce sujet, donc je veux pas la contraindre. On respecte les choix de Catherine. Mais je pense que quand on pratique le naturisme, le corps devient un non-sujet parce qu'il est montré intégralement. Et puis finalement, personne ne se regarde, tout le monde s'en fout. Mais je pense que sur les performances de l'entreprise et les indicateurs clés de l'entreprise, de tout montrer empêche les rumeurs, empêche les hamsters de tourner dans les cerveaux, empêche les fantasmes et souvent transforme les jalousies en envie. Et ça devient intéressant. Et justement, t'expliques quand même que à la base, t'étais à fond dans ce naturisme managérial, mais que c'était compliqué depuis le démarrage. Enfin, tu voulais pas t'attaquer au salaire. Oui, ça c'est Édouard qui a osé appuyer sur le bouton. Le jour où il s'est retrouvé PDG de l'entreprise, c'est une des premières choses qu'il a faites, parce qu'il me disait, papa, tu pratiques le naturisme, mais t'as gardé un morceau de tissu. Et donc tu triches, du coup, tous les projecteurs se tournent vers ce morceau de tissu et tout le monde s'interroge sur ce qu'il peut cacher. Et il m'a dit, je pense que la grille des salaires est montrable, elle me paraît juste et bien foutue. Il dit, c'est toi qui l'as construite, c'est dommage de pas la montrer. Et puis quand il s'est retrouvé PDG, il a appuyé sur c'est un des premiers trucs qu'il a fait, il a publié en effet de surprise pour tout le monde d'ailleurs. Vous aviez même pas annoncé Ah non.
Ça n'a pas été annoncé. Et même moi, je pensais pas qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Et quand il l'a fait, il s'est pas passé grand-chose. On a dû faire quelques réglages, donner quelques explications, parce que finalement, cette transparence nous contraint à deux possibilités. Expliquer, et si on peut pas expliquer, corriger. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle, malgré les 4000 salariés que compte Clintex, on n'a pas de DRH, parce que finalement, par exemple, sur le sujet des salaires, on a autant de DRH que de collaborateurs qui vont aller regarder un petit peu cette grille, éventuellement la triturer, l'examiner, et nous apporter leurs observations et qu'on va corriger. Mais c'est fou comme ça, enfin, ça a l'air simple, et tu vois, enfin, je veux dire, bien entendu que ça fait peur. Enfin, je comprends complètement quand vous expliquez. Il a appuyé sur le bouton. On s'attendait à être assailli de coups de fil en fait tout le week-end. Et en fait, pas du tout. Quoi. Ça vous a aidé, comme tu dis, à corriger des inégalités aussi. On a corrigé assez peu, mais quelques inégalités. On a donné quelques explications. Et maintenant, ça fait 5 ans que les salaires sont publiés tous les ans. Les salaires fixes, les variables sur salaire, également les dividendes. Enfin, toute l'information est publiée, toute l'information économique dont dispose Édouard est publique sur l'intranet de l'entreprise. Et du coup, le sujet des salaires est sorti du sac à dos. Ouais. C'est plus un poids. C'est plus un tabou, en fait. Non. Après, je trouve que dans le livre, t'as aussi tu donnes des clés quand même sur ce que vous avez appris, finalement, autour du tabou des salaires, le tabou des primes, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant à partager. Donc, t'expliques pour le salaire que vous avez décidé d'avoir certaines règles, notamment à sac à dos égal, salaire égal. Donc sac à dos, on entend bien les responsabilités, etc., la charge mentale quand même. Les nuits blanches. Les nuits blanches. Qu'on rémunère la légitimité, pas l'ancienneté. Qu'on rémunère le résultat, pas une promesse de résultat. Qu'à l'embauche, on tient compte du parcours, de l'expérience, du vécu et du niveau de diplôme, mais aussi de la rareté des candidats. Et que, c'est ça que j'adore, enfin, vous avez transformé finalement un sujet très émotionnel en sujet purement technique. Parce qu'une fois qu'on a les bases, en fait, oui, maintenant on comprend comment ça marche et voilà, c'est. Oui, en fait, qu'est-ce qui me bloquait de pratiquer la transparence sur les salaires nominatifs, c'est la peur. C'est la peur. Et je pense que la peur est la raison majeure qui fasse qu'on ne fait pas confiance. Quand on fait pas confiance, c'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur de l'autre et qu'on a peur de soi aussi. Et quand on arrive à lever ces peurs, on est émerveillé du résultat, même s'il peut y avoir un couac de temps en temps. Mais on a d'ailleurs une devise assez marrante chez Clintex, on dit « expérimente souvent et trompe-toi vite ». Parce qu'on pense que ce qui coûte cher dans une erreur, ça n'est pas sa répétition, mais c'est sa durée. Et dans les environnements qui s'appuient sur de l'autorité, du contrôle, du pouvoir au sens de l'autorité, on s'aperçoit que les gens ont tellement peur de faire une erreur que quand ils en font une, ils la cachent, ils la masquent le plus longtemps possible. Et là, l'erreur coûte cher parce qu'elle dure longtemps. Alors qu'en fait, dans une organisation où on n'a pas peur de reconnaître, pas de reconnaître, mais de dire, là, ça marche pas, je me suis trompé, et on change de cap, et le plus vite possible, eh bien, on a une organisation agile, apprenante, et en évolution permanente. Mais c'est vraiment, enfin moi je fais vraiment fan club là, ça fait... mais ce qui me plaît c'est que ça change un peu, tu vois, parce que la culture de l'échec, tout le monde va dire ouais c'est génial. Alors nous on a ça chez nous, on a le droit de se tromper une fois, mais attention pas deux. Et non, en fait tu dis si ça arrive de se tromper 2 fois et c'est pas grave. Effectivement, ce qui importe c'est que on se remette vite en selle. Et puis ce qui est vrai c'est que généralement quand t'es la personne qui te trompe une 2e fois, c'est toi qui as le plus honte et t'es pas fier quoi, t'as pas envie de le refaire encore, c'était pas intentionnel. Et moi j'aime bien ce droit à l'erreur là, enfin ce droit à être humain déjà et de sortir de ces dogmes un peu qu'on a partout dans la culture de la performance. Chez moi c'est comme ça, on est un peu cool mais pas trop. Enfin voilà, j'aime bien ce droit à être humain en fait. Alors je mets une réserve quand même sur le droit à l'erreur. Quand on parle de la sécurité des biens et des personnes, le contrôle est nécessaire, les process sont indispensables. C'est-à-dire que là, on n'a pas le droit de rigoler avec ça. Quand je parle du droit à l'erreur, c'est dans l'expérimentation managériale. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'idée de signer un contrat sans savoir exactement comment on va réussir à l'honorer.
c'est dans ce périmètre-là. Hein. Je voudrais pas croire. Mais t'as raison de recadrer, effectivement. Ouais. Je voudrais pas laisser penser que tout est permis sur tous les sujets. Hein. Quand on nettoie un bloc opératoire d'un hôpital, évidemment que c'est ultra contrôlé, ultra processé, et que le droit à l'erreur n'existe pas là. Hein. Non, on parle effectivement d'esprit d'initiative, en fait, hein, le droit à la créativité. Enfin, j'avais ça en tête, effectivement, mais t'as raison de... Oui, le droit à l'erreur est dans la limite de la sécurité des biens des personnes et de l'exécution d'une prestation contractualisée avec un client. Effectivement, t'as bien raison de le mentionner. Moi, il y a un autre sujet que j'adore, parce qu'il est un peu rare sur le marché parfois, c'est le courage managérial. Ce que tu rappelles quand même, parce que on en voit beaucoup et tout le monde a ses valeurs d'entreprise. Et effectivement, c'est sympa de les écrire et de les mettre de les afficher, etc. Mais il faut être, c'est ce que tu disais, exigeant dans le respect de ces valeurs-là. Et tu mentionnes effectivement la difficulté à se séparer d'un collaborateur qui est un top performer, mais qui n'est pas aligné. Et t'expliques à quel point c'est un cadeau, en fait, finalement, de sortir cette personne, même en période intense, voilà, où on sait tout le monde est sous l'eau, si on le fait partir, ça va être déstabilisant pour tout le monde. T'expliques, non, c'est pas un risque, c'est une chance. C'est pas un coût latent, mais un investissement au contraire. Parce que justement une lâcheté managériale, c'est un boomerang qu'on lance et qui nous reviendra toujours dans la figure un jour ou l'autre. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que je pense que c'est une décision ultra dure, ultra compliquée à prendre quand on est dirigeant, mais en fait qui a un pouvoir gigantesque sur la culture de l'entreprise, quoi. Là, tu poses le sujet de est-ce que la performance nous protège dans une organisation. Et très souvent, les collaborateurs les plus performants sont protégés du non-respect des valeurs. C'est-à-dire qu'on détourne le regard. Et parce qu'il est on ne le garde que parce qu'il est performant. Le danger de cette je vais être un peu brutal, mais de cette lâcheté managériale, c'est que tous les autres collaborateurs qui observent cela et qui sont conscients de ça vont soit également s'écarter des valeurs de l'entreprise, donc on va perdre notre âme, et pour ceux qui refusent cela, ils vont quitter l'entreprise, ils vont aller travailler à la concurrence. Et quand on a le courage managérial de se séparer d'un collaborateur performant, on fait émerger, on libère une énergie considérable. Et on montre également une espèce d'exemplarité en disant, vous savez, les valeurs, c'est plus important que les performances. Bien entendu, il faut les deux. Il faut les valeurs et les performances. Mais c'est pas parce qu'on est performant qu'on est protégé. Voilà. La performance la performance est une conséquence d'un comportement. Ça n'est pas le but en soi. Mon papa a toujours pensé que et Dieu sait s'ils ont dû le pratiquer avec moi à mon époque de cancre, mais ils ont toujours pensé que la confiance en soi était plus importante que la performance, et je dirais même que la confiance en soi était le prérequis de la performance. Je me souviens de papa qui disait on ne fait pas pousser un légume plus vite en tirant dessus. Et donc ils ont toujours pensé qu'en cultivant, en entretenant autant que possible ma confiance en moi, qu'un jour ça produirait de la performance. Bon, ça n'a pas trop mal marché. C'est ton anecdote avec tes résultats en anglais, non? C'est pas ça où t'as genre des mauvaises notes partout, sauf en anglais. Tu te dis, je vais me faire défoncer, clairement. Oui. Et en fait, ton père dit, bravo, il y a une progression en anglais. Ouais, tout à fait. Puis il me donne une pièce de 5 francs à l'issue de notre rendez-vous pour me féliciter. Et donc, je sors de ce rendez-vous en me disant, finalement, je suis peut-être pas aussi bête qu'on me le dit à l'école. Et puis ma maman qui intervient juste après, qui dit à mon papa, mon chéri, comment veux-tu que ce gamin s'en sorte dans la vie si en plus d'avoir des mauvais résultats, tu le récompenses? Et puis c'est là qu'il m'a fait cette réponse magnifique à ma maman en lui disant, mais chéri, ce qui compte, ce sont pas les résultats, c'est la confiance en soi. Et ça, tu vois, c'est très éclairant. Donc je te parlais du passé de résistant de mes parents et grands-parents, mais il y a cet héritage-là aussi, que j'ai pas eu une éducation sous pression, dans la culture du résultat, dans l'idée de me faire une grande école, que voilà, c'était pas grave tout ça. Pour mes parents, c'était pas grave. Il fallait juste qu'ils entretiennent mon bien-être et cette fameuse confiance en soi, qui est très fragile. Hein.
toute sa vie. On a Absolument, oui. le capital confiance en soi, il peut disparaître du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose qu'on doit arroser tous les matins, chez nous et chez les gens qui nous entourent. Chez les autres. Mais en fait, c'est l'effet, on appelle l'effet Pythagore, finalement, le fait de complimenter, ça donne envie à l'autre de se mettre à la hauteur de ce compliment-là et du coup de faire de son mieux. Enfin, c'est aussi un levier de performance, quoi. Alors, je mettrais un petit bémol. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais dans la pédagogie Montessori, on ne félicite jamais un enfant. Ok, je connais pas, donc effectivement. Le compliment ne fait pas partie de la palette pédagogique montessorienne. L'idée, c'est l'auto-évaluation. Donc, un enfant qui a fait une très belle année, on va plutôt lui dire qu'est-ce que tu penses de ton année? Et il va dire je suis content, ça a bien marché, c'était génial, je m'en suis bien sorti. Et le pédagogue va lui dire écoute, je partage ton point de vue, tu peux être fier de toi. Parce que le compliment, comme le reproche d'ailleurs, mais parlons du compliment, c'est un peu la cacahuète qu'on attend, tu sais. Et est-ce que j'ai droit à ma cacahuète? Est-ce que j'ai droit à mon compliment? J'ai fait quelque chose et j'ai pas droit à ma cacahuète parce que j'ai pas très bien fait. Il y a une espèce de soumission et de dépendance à la récompense. Il y a une addiction à la récompense et une crainte à la non-récompense qui sont contraires au principe montessorien. D'où je pense que ça dépend vraiment de l'environnement et je pense que, la preuve, tu vois, c'est le compliment que ton papa t'a donné, il t'a aidé quand même toute ta vie. Mon papa m'a pas fait un compliment, il m'a pas dit c'est bien Thierry, il m'a dit je te félicite pour cette évolution de 7 points en une semaine sur ton bulletin en anglais. Il m'a pas dit c'est bien, c'est mal. Mais mon papa il était pas montessorien. Mais en tout cas, puisque je n'ai jamais entendu de la part de mes parents me dire ça c'est mal, ou t'es nul, ou je ne ressens pas dans ma mémoire l'idée qu'il m'ait également fait des compliments. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est à quel point c'est aussi important, déjà la confiance en soi, mais le fait de faire confiance par défaut aussi envers ses équipes. Qui se caractérise beaucoup. Et en fait, j'ai l'exemple aussi de la prime qualité que t'as inventé ou que tu versais en fait en début de mois à tes équipes parce que tu partais du principe qu'ils étaient déjà excellents. Donc en fait, c'était censé être une prime que je reçois si j'ai été excellent dans le mois. Mais en fait, tu me l'as versé déjà en début du mois. C'est-à-dire que c'était un système inversé pour les laveurs. C'est une prime qui est appliquée pour les laveurs de vitres qui représente 15 à 20% de leur rémunération. Donc c'est pas neutre. C'est-à-dire de dire tu pars en début de mois avec un capital de 5 points. Et puis si dans le mois il y a des choses qui ne sont pas bien passées, qu'on a vérifiées, on peut retirer 1 point, 2 points ou 3 points qui faisaient baisser le montant de la prime dans les proportions de 20% par point. Donc. Et ça fonctionnait bien. Et un jour, un laveur de vitres m'a dit Monsieur Pic, les 200 € que vous avez retirés sur ma fiche de paye, ils vont où? Ils vont dans votre poche? Je me suis dit, mais c'est vrai ça. Et du coup, on a décidé de mettre les primes non distribuées dans une cagnotte. Et cette cagnotte va être offerte en fin d'année au laveur de vitres qui aura eu la meilleure performance qualité de l'année. Donc effectivement, c'est de dire en début de mois, tu pars avec le capital maximum. Oui, c'était génial parce que du coup, on a forcément envie de bien faire, quoi. Et d'être efficace. C'est-à-dire que dans ce système-là, nos laveurs de vitres qui ont un système de rémunération au forfait, à la tâche, et dans le respect des conventions collectives de la propreté, bien sûr, ont envie d'aller le plus vite possible, mais ils savent que s'ils vont trop vite, ils peuvent perdre leur prime qualité. Donc ils sont toujours en équilibre entre la recherche du rendement et sans négliger la qualité. Et ça fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, on a pratiquement pas de turnover sur nos laveurs de vitres parce qu'ils sont mieux payés qu'ailleurs et plus considérés. Oui, parce que c'est vrai que tu t'expliques à juste titre la difficulté de la notion de temps, en fait, de comment on évalue ça, comment on paye les gens en fonction du temps passé, mais en même temps s'ils sont efficaces. Et d'un autre côté, s'ils le font vite, peut-être que je pourrais les payer moins. Voilà, c'est un vrai sujet que je pense que tout le monde se pose, quoi. Dans les entreprises où les ouvriers sont payés à l'heure, ils n'ont
aucun gain supplémentaire à aller vite et à être efficace. Ouais. Alors que quand on leur donne un capital temps ou argent pour réaliser une prestation, ils essaient de le faire le plus vite possible pour être le plus tôt chez eux possible. Et puis en même temps, de le faire le mieux possible pour ne pas être privé de la prime qualité. Tu leur redonnes un peu de liberté aussi, en fait, dans la façon de s'organiser. Totale, ils organisent leur planning à leur guise. Mais c'est quand même un lâcher prise, tu vois. C'est quand même, c'est parce que dans la tête, on est quand même ancré en se disant, et c'est exactement ce que tu dis avec les temps de pause, en fait, tu t'expliques ça en disant que c'est une série d'erreurs de jugement. Donc la première consiste à penser qu'on ne parle jamais de travail pendant la pause. On est bien d'accord. La deuxième, qu'on ne parle jamais de loisirs pendant le travail. Bon, la troisième, qu'on ne regarde jamais le résumé du match de la veille sur son téléphone portable quand on est aux toilettes. Mais surtout, elle suppose qu'un collaborateur qui abuserait de ses pauses au détriment de ses collègues ne serait pas rapidement appelé à la modération par ses pairs. Enfin, je trouve qu'il y a quand même aussi une phobie, autour de perte de temps, perte d'argent. T'en parles aussi quand tu voyais un de tes collaborateurs qui fumait beaucoup. Tu dis, le mec, il passe sa vie à sortir, à prendre des pauses, etc. Mais en fait, là, t'as commencé à faire le calcul de ce que ça pourrait te coûter. Et sincèrement, on a tous fait ça, je pense. Quand on a son équipe, on sait combien ça coûte cher. De se dire, mon Dieu, dès qu'il y a une pause, on voudrait que tout soit utilisé, tout soit très efficient. Et en fait, c'est le mauvais calcul. Faut lâcher prise là-dessus. Faut lâcher prise. La pression et le contrôle n'ont jamais été à l'origine de l'efficacité et du rendement. Jamais. Alors que la confiance, la responsabilité, l'exigence et la transparence, eux, produisent énormément d'effets positifs sur les performances de l'entreprise et sur le bien-être des collaborateurs. C'est vrai que ce collaborateur, je me souviens, j'avais calculé, il fumait 12 clopes par jour. Je me suis dit, à 6 minutes la clope, ça fait 72 minutes par jour, multiplié par 212 jours. Et voilà ce que me coûte ce fumeur. Et donc je lui ai dit, et il m'a dit, mais Thierry, tu crois que je bosse pas quand je fume une clope sur le balcon de l'entreprise? Il dit, je suis presque toujours avec mon portable, en train d'appeler des clients, en train d'appeler des collaborateurs. Il dit, il est con ton système. Et là j'ai réalisé, mais je me suis dit, mais Bertrand, t'as tout à fait raison. Écoute, on supprime les temps de pause. Fume autant que tu veux. Vas-y, excuse-moi. J'ai dit, pardon, j'ai fait un mauvais raisonnement. Et tu vois, mes 42 ans de pilotage de l'entreprise ont été des successions d'anecdotes comme ça, de réflexions de collaborateurs. Je me suis dit, mais oui, il a raison. Et à chaque fois, c'était pour moi une perche tendue, une opportunité à saisir pour faire progresser ma vision des organisations. Après, en plus, tu avais créé les conditions pour que les gens aient cette liberté de parole aussi. Enfin, je veux dire. Oui, c'est très important. La parole libre. Et dans les systèmes très organisés verticalement et avec un exercice de l'autorité et du contrôle assez fort, la parole n'est pas libre. Et du coup, tout est compliqué, quoi. On rentre là dans des jeux de pouvoir, dans des jeux politiques. Et c'est pas possible, ça marche pas en entreprise. Enfin, c'est un gaspillage extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on recrute des hauts potentiels et on les empêche de révéler leurs talents. Un talent, c'est celui qui fait. Sinon, c'est un potentiel. Et ce dont on a besoin dans une entreprise, ce sont des collaborateurs qui font. Et dans les entreprises très contrôlantes et très basées sur une exigence et une pression forte, les hauts potentiels ne peuvent pas révéler leur talent. Et c'est un gaspillage énorme. Et puisqu'ils ne peuvent pas révéler leur talent, dont ils ont conscience, eh bien, le plus souvent, ils sont malheureux et ils quittent l'entreprise. Ouais, Et c'est un gaspillage énorme. On est bien d'accord. Et après, on se dit, mais pourquoi il y a autant de turnover, cette génération, décidément? Ouais, et puis tu as beaucoup de managers qui disent, non, mais le turnover, c'est bien, c'est bon, ça fait du 109. Mais non. Ça coûte très cher. Mais non, c'est pas vrai. Nous, on a très peu de turnover chez nous et on s'en réjouit, on s'en félicite. Et d'ailleurs, tu t'expliques que tu t'es attaqué à d'autres monuments de l'entreprise à travers cette philosophie du naturisme managérial, comme les réunions que tu fais redevenir cool, parce que, enfin, je pense qu'on me dit réunion, j'ai des angoisses déjà, et c'est vrai que il y a des choses qui arrivent naturellement, quoi.
plus trop d'ordre du jour. Enfin, tout le monde est plutôt invité à venir. Enfin, tu peux nous en parler? Déjà, on parle jamais d'argent dans nos réunions, quasiment pas, parce que puisque l'information est quotidienne, transparente et permanente sur l'intranet de l'entreprise, tout le monde disposant de toute l'information, on n'a pas besoin de parler des progressions, des carences, des déceptions ou des grands succès. Ils sont alimentés quotidiennement en temps réel sur l'intranet de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on allume son ordinateur le matin, c'est ça qui apparaît en premier. C'est ce qu'on appelle le cockpit, avec toutes les, comment on dit, les quais, les chiffres, les KPI. Les KPI, voilà. C'est marrant, ça rentre pas, moi, les KPI. Les anglicismes, c'est pas ma génération. Key Performance Indicator. Et du coup, dans nos réunions, déjà, on n'a pas besoin de parler de ça. Et en fait, nos réunions sont des réunions de synchronisation, c'est-à-dire on vérifie que tout le monde se comprend bien, un peu comme un orchestre symphonique. Tu sais, nos réunions, c'est le moment où on accorde nos violons. Et un concert symphonique, si on oublie d'accorder les instruments, il suffit qu'un seul violon joue mal et le concert est foutu. Et donc l'idée, c'est d'accorder en permanence nos violons, de s'assurer qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde, qu'on a tous une bonne compréhension des valeurs, de la mission, de la raison d'être, des raisons d'agir. Oui, et puis t'expliques aussi, on commence par ce qui est censé être le parent pauvre de la réunion, c'est-à-dire questions diverses. Ouais, voilà. Qu'on appelle qu'on appelle de temps en temps la séance popo, c'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun puisse évacuer tout ce qu'il a en lui de contenu, et souvent de négatif d'ailleurs, partant du principe qu'un constipé ne peut pas être créatif. Et donc une fois qu'on a terminé cette séance popo en début de réunion, les énergies sont apaisées et on peut attaquer. D'ailleurs, on a supprimé les ordres du jour, parce qu'on a par contre les ordres du jour collectifs, ils relèvent de la responsabilité individuelle, ainsi que les comptes rendus de réunion. Je ne parle pas des comptes rendus liés à des réunions de certification ou des réunions clients, où là il y a une traçabilité qui est absolument indispensable. Mais toutes nos réunions de popote interne, il n'y a plus de compte rendu, il n'y a plus d'ordre du jour. Et l'idée, encore une fois, c'est que ce soit des bons moments, pas des moments qui alourdissent les sacs à dos, pas des moments où chacun essaye de briller aux yeux des autres. On est vraiment dans l'idée de réunions exclusivement tournées vers la contribution pour le progrès de l'entreprise, quoi, et le bien-être de chacun. Alors, je voudrais pas donner l'impression que chez Clinitex, à l'époque où je dirigeais, et encore maintenant, qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de désaccord, qu'il n'y a pas de bagarre, qu'il n'y a pas de séparation. Je voudrais pas donner l'impression que tous nos clients sont satisfaits de nous, que non, on a une entreprise normale, on a des conflits de temps en temps. On a une entreprise malgré tout qui présente beaucoup de caractéristiques communes à toutes les entreprises. Mais j'imagine, je sais pas si tu as des comparatifs de turnover avec d'autres boîtes comme la tienne. Alors, la notion de turnover chez nous ne peut s'appliquer que pour les services support. C'est environ 200 personnes sur les 4000 que compte l'entreprise, parce qu'il y a une particularité dans notre métier. Pour nos agents de propreté, quand on perd un client, notre concurrent doit reprendre le personnel qui est affecté au site. Et de la même manière, quand on pique un client à un concurrent, ce qui est plus agréable, nous récupérons le personnel qui était affecté au site, sauf le personnel que lui pourrait garder ou reclasser par ailleurs. Donc le turnover chez les agents de propreté n'est pas mesurable. Dans les services support, il est proche de zéro. Après, t'as un autre indicateur quand même, un autre KPI, c'est la partie enquête d'engagement que vous faites depuis toujours. Alors ça fait 30 ans qu'on fait des enquêtes de bien-être auprès des agents de propreté, qui sont maintenant faites depuis un certain temps par un cabinet spécialisé, où on interviewe plusieurs centaines d'agents de propreté anonymement, facultativement et par téléphone, et on leur pose une quarantaine de questions. Et la question qui m'intéresse toujours, la réponse qui m'intéresse le plus toujours quand on découvre les résultats de l'enquête, c'est sur une échelle de 0 à 10, pouvez-vous noter votre niveau de bien-être chez Clinitex? On s'adresse aux femmes de ménage, aux agents de propreté. Eh bien, 90% des agents de propreté mettent une note de 9 ou de 10 sur 10.
Donc c'est énorme. C'est hallucinant. 8% mettent une note de 7 ou 8% mettent une note de 7 sur 10 et 3% mettent une note inférieure. C'est-à-dire on a 3% de collaborateurs qui disent je suis pas très heureux dans mon boulot. C'est très intéressant cette enquête parce qu'elle vient confirmer cette idée que j'ai toujours eue, parce que moi j'ai été ouvrier nettoyeur pendant 7 ans avant d'embaucher mon premier salarié. Donc je me souviens du plaisir que j'avais à faire ce métier. C'est de casser cette image misérabiliste de cette profession. Et quand j'entends, par exemple, Gabriel Attal qui veut développer le travail en journée pour les agents de propreté, qui est une bonne intention, hein, mais il pense à la place des autres. Il n'y connaît rien sur le sujet. Quand on questionne nos agents de propreté, plus de 90% plébiscitent le travail hors des heures de présence de leurs clients parce qu'elles sont timides, parce que quand le client n'est pas là, ça va beaucoup plus vite de faire le ménage, parce que elles sont contentes de travailler en heures décalées pour pouvoir s'occuper des enfants, parce que enfin et donc tu vois le regard politique sur ce métier est un regard misérabiliste et bien pensant. Cette espèce de pensée dégoulinante, moralisatrice, qui m'exaspère parce qu'en fait, et encore une fois, c'est Jean-François Zobris qui a cette jolie phrase et qui dit c'est celui qui fait qui sait. Et nous les questionnons dans la propreté. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Vous expliquez bien que le service, d'ailleurs, qui s'appelle plus support, est au service finalement de vos agents. Oui, tous ceux qui ne travaillent pas. C'est pas que je dise ça. Tous ceux qui ne font pas de nettoyage. Donc tous les 200 services support de Clinitex, on attend d'eux qu'ils soient totalement au service des combattants, de ceux qui sont sur le terrain. Comme à l'armée. À l'armée, je connais pas la proportion, mais je pense qu'il y a plus de gens au service de ceux qui sont au combat que de gens qui sont directement au combat. Et ils sont totalement au service de ceux qui risquent leur peau. Mais chez Clinitex, c'est pareil. Moi, je veux des leaders serviteurs, exclusivement. On est totalement au service des agents de propreté pour que leur mission s'exécute le plus facilement possible et dans des conditions de considération au maximum. Et en plus, c'est bon pour la qualité de service, en fait. Enfin, t'as des belles anecdotes. Hein. Je laisserai, on va dire, j'espère, nos auditeurs découvrir ton bouquin. Mais on se rend compte qu'en fait, tes techniciens, tes agents en font plus. En fait, enfin, ils font des attentions à leurs clients, à tes clients. Du coup, Alors, pas tous, mais en tout cas, ceux qu'on repère bénéficient d'un système de reconnaissance chez nous qui s'appelle les WAHU. Et le waouh, c'est toujours une belle histoire qu'on nous a racontée d'une agent de propreté qui va aller fleurir son client avec les fleurs de son jardin. C'est dingue cette histoire. D'une agent de propreté qui va envoyer une carte postale aux 21 collaborateurs de l'entreprise pour laquelle elle assure la propreté. Carte postale qu'elle envoie de son pays, du Sénégal. Enfin, toutes ces belles histoires nous émerveillent et on a un système de reconnaissance qui s'appelle le WAHU pour encourager dans l'entreprise, parce qu'en fait ce WAHU il est publié dans le journal mensuel ou bimestriel, enfin tous les 2 mois je crois, un journal papier qui est distribué aux agents de propreté. On raconte les WAHU qu'on a repérés, qu'on a reconnus. Et en fait l'idée c'est d'inviter un maximum d'agents de propreté à passer de la fonction à la mission. Tu vois, la fonction c'est l'exécution d'une fiche de poste. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mais la mission, c'est rendre le monde plus beau. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle raison d'agir de Clinitex, qui a été remodelée il y a peu de temps par Edouard et son équipe. C'est rendre le monde plus beau. Donc, c'est pas le rendre forcément que plus propre, c'est le rendre plus beau. Et ça, c'est une mission. Nettoyer, c'est une fonction. Mais rendre le monde plus beau, ça, c'est une mission. Et donc, nos agents de propreté, en racontant ces belles histoires, on leur donne envie de transcender un petit peu la simple exécution d'un cahier des charges. Ouais, c'est compréhensible, ça donne envie en tout cas. J'ai il y a une dernière pratique que je voulais aborder, qu'encore vous avez catapulté de bonnes ondes. Enfin, moi j'aime bien en fait la façon dont vous
vous expérimentez de nouvelles choses sur un peu des lieux-dits, des choses qui sont censées être gravées dans le marbre dans la façon de gérer une entreprise. Et je veux parler notamment de l'entretien annuel. Et t'expliques, je te laisse expliquer un peu, ce que vous avez, comment vous avez pas révolutionné le truc, mais en tout cas comment vous l'avez réinventé. Le moment de l'entretien annuel est un moment qui est redouté, à la fois par celui qui est reçu et par celui qui reçoit, enfin celui ou celle. Il est redouté parce que on a bien conscience que il peut y avoir une attente qu'on n'a pas vu venir, parce que ça peut être un moment délicat où on doit dire des choses désagréables à son collaborateur. On doit lui dire c'est bien, c'est mal. Ouais. Et c'est un moment très désagréable parce que la question c'est de se dire mais qui suis-je pour les juger ? Et ça c'est très montessorien. C'est-à-dire je suis ton pédagogue dans la classe Montessori, jamais je ne te jugerai, ni pour dire c'est bien ni c'est mal. Et donc, on a décidé de changer totalement le process et de fonctionner dans un système d'auto-évaluation, c'est-à-dire que le collaborateur remplit un questionnaire qu'il va chercher sur l'intranet. Il doit le remplir une fois par an pour satisfaire aux obligations légales. Et une fois qu'il a rempli son questionnaire, il doit l'envoyer. Mais il ne doit pas forcément l'envoyer à son supérieur hiérarchique. Il l'envoie à qui il veut parmi les 200 personnes des services support. C'est-à-dire qu'un commercial de l'agence d'Arras peut envoyer son questionnaire au directeur d'agence de Nice, le même directeur d'agence de Nice étant autorisé à envoyer son questionnaire à une assistante ressources humaines de Nantes. Et en fait, le fait de pouvoir choisir à qui on envoie ce questionnaire, on va choisir une personne de confiance avec qui on pourra échanger librement et qui ne sera pas forcément notre supérieur hiérarchique. Ça peut, il y en a qui font ce choix, mais ils sont libres de ne pas le faire. Une fois que on a envoyé ce questionnaire à ce collègue, le collègue prend contact en disant merci de m'avoir envoyé ton questionnaire, ça me touche. Ils décident ensemble de mener un entretien physique ou pas. Si l'un des deux le souhaite, il est obligatoire. Si aucun des deux ne le souhaite, il n'est pas nécessaire. Et cet entretien se fera toujours en marchant et à l'extérieur de l'entreprise, ce qu'on appelle la marche socratique. Moi, je me suis aperçu que quand je faisais 2 heures de voiture avec un collègue de travail, on se disait des choses que jamais on se disait dans le bureau. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai compris que c'est parce que d'abord, on était assis l'un à côté de l'autre et pas l'un en face de l'autre, parce qu'on regardait dans la même direction, et parce qu'il n'y avait aucun regard extérieur de collaborateurs de l'entreprise nous observant à l'entrée du rendez-vous, à la sortie du rendez-vous, par les vitres du bureau. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais la parole est ultra libérée quand on fait un trajet en voiture. Et donc, on a eu cette idée avec Édouard de se dire, tiens, on va le faire en marchant, quoi. Et du coup, maintenant, tous les entretiens annuels se font en marchant après que le questionnaire a été rempli. Une fois que la marche a eu lieu, on remplit ensemble ou séparément un compte-rendu de ce qui s'est dit, qu'on joint au questionnaire, et puis là, on co-signe le questionnaire qui rentre dans le processus, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le directeur d'agence, s'il n'a pas été invité à ce rendez-vous, aura le contenu de tout ce qui s'est dit. Et c'est également un indicateur de légitimité parce que un directeur d'agence aime bien recevoir être invité à cette marche socratique par un de ses propres collaborateurs. Bien sûr, oui. Parce que c'est vraiment un signe de légitimité. Chance, hein. Et du coup, ça incite, ça encourage nos directeurs d'agence à être des leaders au service de leurs collaborateurs. Parce que s'ils sont au service de leurs collaborateurs, ils sont légitimes. S'ils pensent que leurs collaborateurs sont à leur service, ils ne sont pas légitimes. Et on a déjà perdu des directeurs d'agence sur la simple raison qu'ils ne recevaient aucun questionnaire. Ils sont partis d'eux-mêmes ? Je pense notamment à un qui est parti de lui-même, oui. Et qui a d'ailleurs fort bien réussi dans une entreprise concurrente. C'est-à-dire que cette notion d'alignement est très importante. Et d'ailleurs, on a 4 enfants, tu vois, qui sont tous allés en école Montessori. On en a un qui n'a pas du tout marché en école Montessori. On l'a mis dans une école avec uniforme, avec punition, sanctions, très rigide. Et il y a passé les plus belles années de sa vie. Donc il n'y a pas un système qui convient à tout le monde. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Et il n'y a pas de mauvaises herbes. Voilà, exactement. Merci infiniment en tout cas pour toute cette expérience, ce retour d'expérience, ces idées ultra innovantes et pourtant aussi très simples.
et pragmatique. C'est ça que j'adore. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de nos dirigeants qui écoutent. J'ai juste une dernière question de fin que je pose souvent. Donc, si tu avais juste une affiche à te mettre derrière qui incarne un peu ta philosophie managériale, ta philosophie de vie, qu'est-ce qu'elle dirait, cette affiche ? Il serait écrit quoi dessus ? Je crois que je mettrais « N'ayez pas peur ». Merci. Merci beaucoup Thierry. Une dernière question, parce que celle-là aussi, ça va m'aider en plus pour la suite des épisodes. Est-ce que tu pourrais me partager le nom d'une personne que tu admires d'un point de vue managérial et que je pourrais inviter du coup sur ce podcast, et quelles questions je pourrais lui poser ? Alors il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon management, qui m'a beaucoup énervé d'ailleurs au début, parce que je trouvais ça tellement non conforme. C'est Jean-François Zobrist, qui a dirigé pendant longtemps une entreprise qui s'appelle Favi, qui m'a beaucoup inspiré, et qui a écrit un livre d'ailleurs aussi, dont le nom m'échappe. Et la question que tu pourras lui poser, écoute, là, débrouille-toi, là, c'est pas chacun son métier. Ça marche, ça aurait pu être ça aussi décrit sur ton affiche. Bon, merci infiniment Thierry de ta venue, et à bientôt, et surtout achetez le livre de Thierry, Bienvenue chez les fous. Merci. À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute, partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.